Donc moi, 40%, j'ai 24 ans. Ça monte un peu la tête. D'ailleurs, c'était virtuel. Hein. En réalité, j'ai jamais vu la couleur d'un euro de ces 4 milliards parce que c'était en avril 2000. Et en fin mai 2000, il y a la bulle, il y a le crack 2000. Et du coup, évidemment, l'IPO qui devait être faite en fin mai, début juin, elle est décalée à septembre. Septembre, la bulle est toujours... les boîtes du Nasdaq sont toujours à la cave. Et donc derrière, ils décalent à Noël, décembre. Et au final, à décembre, ils disent non, les conditions ne sont pas là, donc pas d'introduction en bourse. Et du coup, là, j'ai jamais vu la couleur. Quoi. Donc, virtuellement, j'étais milliardaire. Mais si tu réfléchis bien, c'est ni plus ni moins que beaucoup de startups encore aujourd'hui, notamment dans l'IA, beaucoup de startups qui sont survalorisées, où les gens se disent putain, le mec, sa boîte, elle est valorisée 500 millions, il a 30%, ou il a 50%. Le mec, il a 100 millions. Le mec, il a juste virtuellement, il a 100 millions, mais en réalité, le mec, il a rien. Très souvent, ces boîtes-là sont déficitaires. On en parlait hier. Exactement. Ils perdent de l'argent. Et en réalité, valo sur valo, on pense que les fondateurs gagnent beaucoup d'argent, mais au final, 9 fois sur 10, ils ne touchent pas un euro des valorisations, parce qu'en plus, les fonds ne veulent pas leur donner vraiment l'argent, parce qu'après, sinon, ils peuvent péter les plombs. Et l'objectif, c'est justement qu'ils continuent de faire réussir la boîte. Et ils vont de valorisation en valorisation, série A, série B, série C. Et au final, les boîtes, après, sont souvent très valorisées, mais eux n'ont pas vu la couleur de l'argent. Et c'était déjà le cas dans les années 2000. Et après, ça a continué. Et jusqu'au jour, au moment, soit elles explosent, et comme d'Amazon, après, elles arrivent à trouver leur business model, elles gagnent de l'argent, et comme toutes celles qu'on connaît, ou comme d'autres. Là, c'est la deuxième version où elles ne gagnent pas d'argent, jusqu'au jour où, de valorisation en valorisation, il y a un moment, un investisseur qui dit stop, il ferme le robinet, et là, la boîte, en général, c'est terminé parce qu'elle n'a pas su trouver son business model. En fait, ils prennent des salaires, quoi. Et des salaires, C'est ça. Et quand t'es avec des potes au café, tu peux dire je suis milliardaire, quoi. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Attends, mais moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue. C'est la meilleure expérience que j'ai eue, c'est ça. Moi, mes potes, tranquille. Ah, mais c'est ça. Moi, mes potes me disaient, ils voyaient ça dans la presse, sur Internet, ils disaient putain, JC, t'es milliardaire. Je dis ouais, mais j'ai pas vu la couleur en fait. Je dis mon compte, il y a rien sur mon compte en fait. Ouais, mais est-ce que t'as un lit à me prêter à la maison? Mais rigole pas, c'est ce qui s'est passé 18 mois plus tard. Parce que pour la petite histoire, au final, la boîte. Je m'entends plus avec mon associé, du coup les majoritaires, on avait à l'époque Bernard Arnault qui a failli investir il avait un fonds qui s'appelait Europatweb qui devait investir dans la boîte, au final ça s'est pas fait. J'ai vendu les parts à mon associé, puis là je rentre je recrée une boîte en Europe où en fait on a créé une plateforme de trading entre les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Europe. Là pareil, là je repars, première levée de fonds, je mets tout ce que j'ai, deuxième levée de fonds, je vais emprunter à la banque. Pour ça, du moins, je dis pas que c'est pour ça, mais au final, tout l'argent que j'emprunte, je le mets là-dedans. Et puis 6 mois plus tard, on doit faire une grosse levée. Très grosse levée, ça doit être une des plus grosses levées en Europe à ce moment-là, mais avec des fonds arabes, avec des fonds américains, des fonds anglais aussi. Et puis, ça doit se closer fin juillet 2001. Ouais. Et il y en a un qui signe pas, et ils disent, bon, on verra ça à la rentrée, 18 septembre 2001. À part que 18 septembre, c'est là où on va faire un peu l'inauguration, le truc pour le closing. Une semaine après les attentats, je me retrouve seul. Les investisseurs, il y en a pas un qui est là, un seul qui vient et qui me dit toutes mes condoléances. Et en fait, le gars, l'histoire, elle est terminée. 3 semaines après, je fais faillite. Et 1 mois et demi après, je me retrouve SDF pour le coup, quoi. Ouais. Donc là, du coup, on m'a tout pris chez moi. Voilà, et derrière, je me retrouve, j'ai plus rien. J'ai 24 ans. Et la petite histoire, là, c'est qu'en 18 mois, je suis passé de virtuellement milliardaire à SDF. Bon, après SDF, je dors pas sous les ponts. Ouais. Je vais pas faire comme certains. Je dis pas que je dors dans les bus, quoi. mais la réalité, c'est que je dors chez des potes, quoi. J'ai plus d'appart, quoi. Voilà. Mais bon, et c'est la petite histoire et c'est marrant. Bon, après, heureusement, j'ai rebondi et celle d'après, je me suis dit, c'est bon, lever de l'argent, je vais arrêter. Je vais d'abord créer des boîtes qui gagnent de l'argent d'abord et je vais arrêter de lever parce que lever, c'est bien. Les valorisations, c'est bien aussi. Mais la réalité, c'est ce que tu as à la fin du mois sur ton compte en banque et pour ta boîte, c'est la ligne du bas, hein, c'est les bénéfices, quoi. Voilà, c'est le bénéfice net, c'est ça qui compte. Et depuis, je crois que j'ai bien retenu la leçon depuis 24 ans. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Non, mais c'est les meilleurs parcours, ceux-là, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les parcours comme ça parce que plus tu as essuyé d'échecs et plus tu es descendu. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel. Et c'est là qu'on apprend grave dans le business. Et après, on fait pas les mêmes erreurs et on comprend. Tu vois ?
C'est que les échecs qui t'enseignent, en fait. C'est ça. Et après, tu montes vraiment. Et est-ce que, à ce moment-là, tu as eu des expériences passées de personnes qui faisaient ce que tu faisais? Et est-ce qu'on t'a déjà dit, attention, lever des fonds, etc. Enfin, lever pour créer une boîte, etc., c'est compliqué, ou c'est pas sûr que tu réussisses, virtuellement, tu seras peut-être multimillionnaire ou milliardaire, mais est-ce qu'on t'a déjà fait... Alors, le truc, c'est qu'à l'époque, donc moi, aux États-Unis, tout le monde est en folie sur le web. Ouais. En France, évidemment, au niveau de la culture, au niveau de la mentalité, les gens sont plus là à se dire « Ouais, ces gamins qui gagnent de l'argent, ça marchera pas. De toute manière, Internet, ça marchera pas. Vous allez voir, ils vont finir par se faire descendre. » Et là, tu descends, tu coules. Et donc, en fait, pour tout... Moi, après, je cherche un job. Voilà, pendant 2 mois, je suis porteur de presse le matin, entre 4h et 7h. Donc, je vais porter les journaux. Et la journée, je cherche du boulot. Et tout le monde te défonce en disant « Ah ouais, tu fais partie des gars qui ont réussi. Même quand tu arrives à l'entretien, tu te fais défoncer. » Parce qu'ils te disent « Ouais, en plus, moi, j'avais arrêté l'école à ce moment-là. Ouais, les mecs qui ont arrêté l'école, qui ont monté des startups, qui se retrouvent après à passer dans les journaux, à monter des boîtes, à lever de l'argent. Donc là, tu te fais bien défoncer. Donc après, ça fait un peu mal. Mais à l'époque, j'avais pas de mentor. De toute manière, au final, malheureusement, j'ai jamais eu vraiment de mentor et quelqu'un qui m'a vraiment accompagné. Évidemment, j'aurais gagné du temps, quoi. J'aurais gagné du temps, mais après, comme dit Hakim, au final, ce qui compte, c'est tes propres expériences, tes propres échecs. Et quand tu as ces échecs-là, après, déjà, tu es vraiment bétonné. Et tu te dis, là, ce que j'ai fait, je vais pas le faire 2 fois, en fait. Donc, franchement, c'est la meilleure expérience que j'ai eue dans ma vie, de monter très haut, parce que déjà, quelques années avant, j'avais rien. Donc, même si je suis monté très haut, je suis descendu très bas. À la limite, c'est pas très grave parce que j'avais pas de famille, j'avais rien, du moins, j'avais pas de gosse, rien. Donc, c'est pas très grave, en fait. J'avais pas de charge. Donc, c'est très bien que j'ai fait les choses très tôt. Et du coup, je me suis dit, OK, cette erreur-là, passer son temps à aller chercher des fonds plutôt qu'aller chercher du chiffre d'affaires et de la renta, ça sert à rien. Tu sais, j'ai entendu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait Revenues is vanity metrics. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, au final, c'est bien, mais c'est ton ego. Ouais, c'est ton ego. La réalité, c'est ton bénéfice. Et le bénéfice, c'est ce qui fait toute la différence. Et souvent, déjà à l'époque, en 2000, les startups l'avaient oublié. Et même aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de startups encore, on oublie que ce qui compte, c'est ton bénéfice. Ça sert à rien d'avoir une boîte qui fait 500 millions si au final, à la fin de l'année, tu ne gagnes pas de thunes, quoi. Donc mieux vaut prendre plus de temps pour aller chercher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, après, je n'ai pas monté des boîtes à 500 millions, mais les différentes boîtes que j'ai montées, chaque fois, plus ou moins de 0 à 100 millions, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, chaque fois, mon principe, c'était avoir une boîte qui soit le plus lean possible, une boîte qui gagne de l'argent, une boîte très saine, avec des fondamentaux très sains. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait, parce que je me suis repris 2 crises après, hein, dans mes business, je me suis repris... la boîte d'après, j'ai monté une plateforme qui faisait, du moins une société qui faisait l'intégration de logiciels financiers pour les salles de marché entre 2004 et 2008. À part qu'en 2008, il y a eu la crise des subprimes en finance. Et donc, si je n'avais pas retenu les erreurs d'avant, j'aurais coulé. Parce que 100% de mon business était en finance. Du coup, ça a fait très mal lorsque toutes les banques vacillent et que tu te retrouves. J'aurais pu me retrouver au tapis. Mais comme j'avais des fondations solides, je gagnais de l'argent. J'ai pu faire face de septembre 2008 jusqu'à pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai pu faire face à la crise. Du coup, on est tombé, mais on n'est pas mort. Ouais. Parce qu'on avait des fondations solides. J'avais avec moi des associés qui aussi étaient partis sur des bonnes bases. J'avais des équipes solides. J'avais une équipe très forte aussi autour de moi. Et du coup, j'ai pu passer la crise et continuer après en croissance jusqu'à ce que je revende. Et ça a fait pareil pour la boîte que j'ai encore aujourd'hui. On s'est pris en 2020, on s'est pris le Covid. Le Covid. Et je suis passé de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en février 2020 à 1,7 million, 1,8 million en avril. Ouais. Pour 6 millions et demi de masse salariale. Ah ouais, donc, ouais. Mais on avait quand même des fondations solides, on avait accumulé des revenus, on avait accumulé un bénéfice solide et du coup, évidemment, on a quelques mois pour tenir, plus derrière les aides, etc. Et le fait que, pareil, j'avais une bonne équipe, du coup, j'ai pu faire face aux 2 autres crises sans tomber parce que j'avais eu les premières expériences. Et je me suis dit, des premières expériences-là,
c'est ce qui va me permettre. Bon, déjà intellectuellement, moi je suis un peu taré, mais plus c'est dur et les expériences difficiles, c'est ce qui forge. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a forgé. Donc chaque fois, mes équipes, par exemple, quand il y a eu le Covid, 1 mois et demi avant, parce qu'on travaillait à l'époque avec les États-Unis, avec la Chine. Et en Chine, vous savez, le Covid, on a commencé à partir de Noël 2019. Oui. On a commencé à voir déjà les prémices, le début du lockdown et tout ça. Et moi, j'ai commencé à réunir mes équipes, genre début janvier, en leur disant, je me rappelle, j'avais un gros tableau blanc, j'avais mis, c'est la guerre. Je leur ai dit, là, je veux des soldats, parce que là, ça risque... Tout le monde dit, non, mais il exagère. Je leur ai dit, j'ai vécu la crise 2000, j'ai vécu 2001, j'ai vécu 2008. Celle-là, elle va faire mal. Et j'avais dit, mais d'un côté, c'est là que tu as l'excitation. Si c'est facile... Non, c'est bidon. C'est bidon, voilà. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Ben voilà, je ne peux pas dire mieux. Mais c'est vrai que le secret quand même de ces business-là, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est la vanité. Souvent, on est pris par le développement. Souvent, tu vois, moi, je me retrouve dans ce que tu dis, parce que souvent, moi, j'avais à un moment de ma vie des boîtes avec pas mal de trésor, mais tellement tu es pris par le développement que tu gaspilles tout pour aller vite dans le développement. Et il suffit qu'il y ait une crise, un problème, c'est fini, il n'y a plus de trésor. Et ça, tu apprends que la trésorerie, c'est la vanité. C'est ce qui te permet de passer les turbulences, en réalité. Ouais, c'est clair. Il faut tenir aussi. Il faut avoir une trésorerie. Il faut être un radin dans son affaire. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu laisses un peu les vannes ouvertes et que tu ne vois pas arriver une crise, tu commences à fouiller les comptes, tu vois que tout le monde, en fait, faisait... Exact. Mais en fait, tu as 2 types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui entreprennent étage par étage, ceux qui entreprennent marche par marche. Et comme on en parlait la dernière fois, moi, marche par marche, ça ne me plaît pas. Je préfère me planter, mais je préfère entreprendre immeuble par immeuble, en fait. Tu vois, ça dépend des personnalités. Non, mais t'as raison. Il y en a, c'est des tarés dans le business, d'autres qui sont plus conscients. Ça dépend des personnalités. Ah, mais le problème, c'est que si, comme tu dis, t'es marche par marche, tu peux monter, mais le problème, à un moment, c'est qu'à la fin de ta vie, t'as même pas un immeuble. Quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, mais je le vois, même moi, regarde, j'ai mis du temps. Toute ma vie, je me suis dit, non, je vais pas faire d'immobilier parce que je voulais me concentrer, me focuser sur mon business. Et puis à un moment, j'ai commencé à faire de l'IMO. Oh, mais il y a des copains qui m'ont dit, bah, tiens, tu peux commencer à acheter un petit appart. J'ai pas attendu 47 ans ou 46 ans pour commencer à acheter. Faut que j'aille vite, en fait. Et justement, c'est là que j'ai commencé à faire des belles opérations aussi, parce qu'à un moment, le temps passe. Et c'est comme dans le business, c'est qu'à un moment, après, tu peux rester et c'est pas très grave. Tu peux être un super entrepreneur avec ton épicerie, etc. Moi, je viens d'un milieu de commerçant, donc c'est très, très bien. Mais si vraiment tu veux faire les choses en grand, bon après je pense qu'il y a un côté un peu taré aussi, quoi, où derrière tu t'aperçois aussi qu'à un moment c'est un peu un jeu, c'est une adrénaline. Mais c'est les vrais entrepreneurs, ça. Pour moi, c'est les vrais entrepreneurs. Tu te plantes bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas sérieusement, c'est pour se planter un petit peu, ça sert à rien, quoi. Mais tu sais, moi, mes collaborateurs proches, ils m'appellent tout ou rien. Ah ben non, c'est un truc de tout ou rien. Tu sais, j'aime pas avoir un peu. Soit t'as les 6 voitures, soit t'en as pas, t'es en vélo. Mais en avoir 2, ça me plaît pas. C'est dingue, hein. Ah non, mais moi, c'est des tempéraments, c'est ça. Moi, c'est la même chaque fois. C'est ça. Moi, c'est tout le temps en ligne. Attends, moi, il y a eu ces trucs-là, mais pareil, quand il y a eu le Covid aussi, à un moment, j'étais en bas. Et c'est là où, pareil, je me suis dit, ça y est, je mets tout. C'est-à-dire, je donne tout, je mets toutes les armes avec moi. Je joue tout dans la bataille. Et puis, si ça le fait pas, ben, j'ai perdu. Mais j'ai pas perdu petit. J'ai perdu gros. Mais au moins, je joue gros. Et dans tous les business que je fais. Sinon, à la limite, j'ai envie de dire, ça vaut pas la peine, quoi. C'est pas amusant, quoi. Il y a pas d'excitation. C'est quoi comme signe astrologique? Taureau. Parce que je me retrouve dans tout ce qui... Tu sais, en fait, pour que les gens comprennent, on s'est rencontrés à un mastermind. Ouais. Et t'as vu, ils avaient posé une question sur prise de décision. Oui. Ouais. Il était à côté de moi, oui. C'est vrai. Ce que t'as répondu, c'est ce que j'ai écrit avant. Ah ouais, ouais. Il m'a montré. Quoi. Et je lui ai montré. Et t'avais pas encore parlé. Alors, si, je t'ai montré une fois qu'il avait parlé. Quand il a parlé, tu m'as dit, regarde, je l'avais. J'ai pris une décision, je demande à 2 potes, un fou et un sage. Et après, je prends la décision finale. Mais moi, je kiffe, tu vois, les entrepreneurs comme ça. Tu sais que j'ai ce tempérament-là. Généralement, les entrepreneurs qui montent marche par marche, c'est des anciens salariés. Ouais, exactement. Ou des anciens fonctionnaires ou autres qui entreprennent et qui sont plus des exécutants, tu vois, dans leur tête et de l'administratif. Mais les vrais entrepreneurs qui créent des trucs de génie, qui sont visionnaires, c'est tous des fous. C'est vrai. C'est comme ça. La plupart sont marginalisés. Hein. Mais parce qu'il faut être taré. Même au niveau de ta famille, même au niveau de ta famille, il n'y a personne ils se disent mais c'est un fou, il est tout le temps à droite, à gauche. Non, mais c'est même pas de ça. Tu vas, la banque, elle dit hypothèque, tiens, hypothèque ma maison, prends tout, je m'en fous, je repars à zéro dans un garage, ça me dérange pas. Ils sont comme ça, les gens, ils comprennent pas. Moi, plusieurs fois, j'ai mis tapis. Et il y a des projets, je t'assure, où j'ai mis des 10 millions, j'ai tout perdu. Ça fait rien. On perd tout, on repart à zéro, même on repart avec 10 000, on va remonter, c'est rien. Mais ça, faut avoir le courage de le faire.
Et c'est les vrais entrepreneurs qui font ça. Mais vous avez eu la capacité aussi, vous, de tomber et de refaire. Vous savez que vous avez la capacité de refaire de l'oseille rapidement. Je sais pas, faut avoir de la foi. Hein. Faut avoir la foi. La foi. Faut pas croire. Hein. C'est des personnalités souvent qui ont de la foi. Je fais confiance. Il y a mon étoile. Je t'assure. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Regarde-moi. Du coup, attends, quand même. Le Covid, il y a 4 ans, quand même. 4 ans et demi. Juste pour contextualiser, là, on parle de ta boîte. Ouais, en gros, pour refaire. Humanity. Ouais, pour recontextualiser, Ouais. donc voilà, donc je me retrouve à 24 ans, du coup, tac, je fais faillite, je me retrouve à SDF, je retrouve un job. Bon, en fait, sur 1 an et demi, j'apprends ce que c'est le monde du conseil, donc en gros, c'est vendre. Je remonte une boîte après, qui s'appelle Adneum, on fait de l'intégration logicielle financier, je la garde pendant 8 ans, on fait zéro, je dis on parce que j'étais avec 2 associés, on fait zéro à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, je la revends à un gros du conseil. En parallèle, les 2-3 années qui ont précédé, j'ai monté une société dans le développement durable. J'ai monté un fonds d'investissement, un incubateur, plus 2-3 trucs aussi pour m'amuser. J'ai repris un club de foot avec des copains. J'ai monté une marque de fringues aussi. Bon, voilà, j'ai fait 2-3 business pour m'amuser. D'ailleurs, pour le coup, qui ont été des fails, voilà. Et à côté, les autres sociétés ont été bien parce que celle dans le développement durable a été revendue à Accenture, une dans la R&D. Et du coup, j'ai tout revendu, et pareil, mon fonds et toutes mes participations. J'ai tout revendu en fin 2012 en me disant, voilà, ce qui marche, c'est chaque fois que je suis focus. Donc, je me suis focalisé que sur un business. C'est une société qui s'appelle Humanity, que j'ai toujours, que j'ai recréé from scratch en janvier-février 2013. Et comme je te disais, en 2020, donc, j'ai monté de zéro. On était sur un trend à 100 millions de CA pour 2020. On faisait 8,7 millions de chiffre d'affaires en février 2020, donc c'était le trend. Là, le Covid est arrivé. Et donc, je suis passé. Là aussi, j'étais en quasi-faillite. Et l'argent que j'avais eu de mes anciens exits, il se trouve que c'est le moment où j'ai fait faillite. Voilà. Il se trouve que c'est le moment où j'ai divorcé. Ah, ouais. Et du coup, je suis reparti all-in. Je suis reparti de zéro. Je me suis dit, OK, voilà, il faut faire des choix. Moi, aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'était d'assumer mes choix. Donc, j'ai assumé mon choix personnel. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé avec quasiment zéro sur mon compte. J'ai donné 96% de ce que j'avais, donc c'était quasiment zéro sur mon compte, juste assez pour vivre. Et là, je me suis dit, maintenant que je suis à nouveau... Bon, il y a une excitation aussi, hein, comme tu disais, il faut être un peu taré. Il y a une excitation de dire, OK, là, je repars à zéro, comme si j'avais 18 ans, donc zéro sur mon compte, avec une boîte qui est virtuellement en faillite. Si tu as 6,7 millions de charges salariales et que tu fais 1,8 million de chiffre d'affaires en 2 mois, c'est que t'es pas bien, c'est que là. Mais là, je me dis, OK, je me regarde dans le miroir et je me dis, OK, c'est là que ça se passe, mec. C'est-à-dire que là, j'ai réuni toutes mes équipes, on était en visio. Du moins, les gens étaient en visio. Moi, j'avais pas histoire de visio. Moi, je roulais, j'allais à Paris en voiture. Je me faisais arrêter là, parce que je viens entre Paris et Bruxelles. Je me faisais arrêter, mais je sortais on va dire une attestation BFM parce que j'avais un copain qui était sur BFM et avant j'avais fait quelques interviews. Du coup, j'allais à Paris, je dis à mes équipes, on se rejoint au bureau, je viens chez vous. Je suis allé voir toutes mes équipes en France, donc à Lille, à Bruxelles, à Paris, en Hollande. Et chaque fois, je leur disais, t'es in ou t'es out. Si t'es in, on part au combat et c'est maintenant que ça va se passer. Et le combat, vous inquiétez pas, on va le gagner. Je suis allé voir tout le monde et clairement, le combat, on l'a gagné. Parce que, donc là, j'étais à zéro et mes équipes, il y en a, faut dire la vérité, je ne pouvais même pas les payer. Hein. Moi, déjà, je ne me payais évidemment pas. Il y en a que je ne pouvais pas payer. Donc, je suis allé les voir, je leur ai dit, c'est pas grave, on va sortir ensemble. Covid ou pas Covid, c'est maintenant que ça se passe. Et vous verrez que l'histoire, là, on va rentrer dans l'histoire. Parce que là, clairement, on est en faillite. Mais on va sortir de la faillite. On ne va pas faire faillite. On va gagner de l'argent. On va reprendre ce qu'on avait fait. Les concurrents, on va tous les exploser. Et derrière, la société, une fois qu'elle sera là où elle doit être, là, on va revendre. Ça nous a pris 2 ans. Et 2 ans après, on a revendu. Et là, je suis dans ma phase de ce qu'on appelle earn-out. J'en ai encore pour 2 ans. Mais du coup, on a revendu à des Italiens, une boîte d'innovation qui, dans l'innovation technologique, normalement, il n'y a pas mieux au monde. Ils sont dans tout ce qui est voiture autonome, robotique, IA. C'est une boîte qui fait 15 000 employés, qui fait 2 milliards de CA, qui fait 20 points d'EBIT. Donc, c'est une super boîte. Et du coup, voilà, ils nous ont racheté à ce moment-là. Donc, ça pour dire le côté all-in. Je suis reparti il y a 4 ans et demi. Et c'est comme si j'avais 15 ans, quoi. J'avais juste un toit, mon appart, avec
90% de crédit encore dessus. Donc, je me suis dit, c'est à part gelé, mais je sais pas jusqu'à quand. Et du coup, voilà, on est reparti. Mais cette excitation-là, chaque fois, ça n'a pas de prix. Franchement, s'il fallait le faire, je redonnerais tout ce que je peux pour revivre ça. Parce que ces moments-là, c'est juste les meilleurs moments. Parce que là où tu te dis, puis même, tu vas voir tout le monde et tu leur dis, alors t'es in ou t'es pas in. C'est maintenant que ça se passe. C'est juste une adrénaline. J'arrive même plus à dormir pendant toutes les semaines. Je post-Covid, tout le monde était là, j'avais des copains qui bougeaient pas, tout le monde disait ah non, il faut rester à la maison. Moi, je restais pas à la maison, je bougeais. T'avais foi, comme il dit. J'avais la foi. Mais le bonheur, il est dans la quête. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le bonheur, il est dans la quête. Tu sais, on dit, on jouit d'une chose avant de l'avoir. Tu veux acheter une voiture. La voiture de tes rêves, c'est une Ferrari. Le meilleur moment, c'est quand tu vas bosser comme un taré pour te l'offrir. Deuxième moment sympa, quand tu vas aller la chercher. Une fois qu'elle est à toi, elle est garée dans un garage, tu t'en occupes plus. C'est la quête, en fait. C'est ça que tu as des gens qui comprennent pas. C'est la quête qui plaît aux vrais entrepreneurs. Ça, tu as des entrepreneurs qui s'en foutent de l'argent. Tu sais, aux États-Unis, je disais, une fois, il y a une mode. Les mecs, ils ont pris 100 millions, ils ont vendu des boîtes, ils donnent tout à des associations, ils repartent de zéro. Tu sais que la plupart d'entre eux, ils redeviennent multimillionnaires. C'est dingue. Parce que tu connais la méthode après. C'est ça. Le mode d'emploi, tu l'as. Tu l'as revendu combien ta boîte si c'est... Je l'ai revendu en plusieurs fois. Quoi. Okay. Je peux pas le divulguer, mais on va dire que c'est un multiple. Alors, on va dire que c'est plus ou moins je dirais plus ou moins ce qu'a vendu Hakim, quoi, à peu près. Ok. Je sais pas si tu l'as déjà dit, donc si tu l'as pas dit, il a déjà dit. Tu l'as dit, voilà. Donc c'est plus ou moins ce qu'Hakim, je le sais parce qu'il a parlé la dernière fois, donc c'est dans les mêmes zones. Là, on fait plus ou moins, on va dire, on faisait quasiment 80-100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Donc, c'est plus ou moins dans ces eaux-là. Après, j'avais un fonds d'investissement. J'avais pas mal de personnes dans mes équipes aussi j'aime bien rémunérer aussi les équipes. Voilà. Et en plus, et c'est aussi en plusieurs fois aussi. C'est par rapport à des objectifs aussi, d'où l'earn-out. Ok. Oh, mais tu vois, c'est bien de rémunérer. Encore une fois, c'est la mentalité, franchement, des vrais entrepreneurs où tu investis les gens et tu les fais participer. Parce qu'une réussite, elle ne se fait pas tout seul. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand tu repars à chaque fois de zéro, c'est l'énergie. Moi, je dis toujours, on échange de l'énergie contre de l'argent. C'est de l'énergie et il y a des gens qui vont donner toute leur énergie avec toi.